Quasiment 19h, merci d'être avec nous pour Face à Philippe Devilliers. Cher Philippe, bonsoir. Bonsoir Elliot, bonsoir Geoffroy. Habituellement, nous commençons ces émissions avec une respiration, un sourire. On a souvent cette séquence des informateurs bien informés. Mais Philippe, l'actualité est tellement lourde ce vendredi que nous allons entrer directement dans cette émission avec ce drame. Philippine, 19 ans, n'est plus. Tué, violé, le principal suspect est un Marocain de 22 ans sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français. Les obsèques de la jeune fille ont été célébrées ce vendredi à Versailles. Plusieurs milliers de personnes se sont réunies pour lui rendre hommage. Le silence, la dignité de la famille, avec énormément de monde, une foule immense, plus de 3000 personnes. Et je vous propose cette séquence lorsque le cercueil de Philippine quitte la cathédrale, au pied justement de cette cathédrale à Versailles. Geoffroy Lejeune, vous avez une question pour Philippe. Philippe, c'est souvent très compliqué de prononcer des paroles devant une telle douleur, et pourtant j'ai envie de vous demander, si vous aviez été là, qu'est-ce que vous leur auriez dit à ses parents et à cette famille ? Quelle dignité, quel silence, la qualité du silence, quelle grandeur. Si j'avais été là et que j'avais eu l'occasion, évidemment, de les approcher, je pense que j'aurais fait comme tous les gens qui étaient là autour d'eux, sans les connaître, comme tous les anonymes, comme tous les êtres humains, écartelés entre le feu de la colère et le poids des larmes. Face à la béance, les mots sont dérisoires, sont presque des intrus. Les mots ne pèsent rien, ils sont trop pauvres. À vue humaine, c'est l'abîme. Je pense que je me serais approché d'eux, je les aurais pris dans mes bras, sans les connaître. Comme aurait fait n'importe quel père de famille, et j'ajouterais n'importe quel Français, voisin de détresse, voisin de cœur qui saigne, en pensant à toutes les blessures françaises de ce vieux pays recru d'épreuves et couturé de partout. Quand la douleur est trop forte, après un long silence, il arrive qu'on aille chercher en soi un mot d'enfance, un onguent du fort intime, une oblation de rime. Et je pense en cet instant à ce poète terrassé sur la tombe de sa fille, l'Ode à Véliquet. Je viens à vous, Seigneur, Père auquel il faut croire. Je vous porte apaisé les morceaux de ce cœur rempli de votre gloire que vous avez brisé. Philippe Devilliers, vous l'avez dit, il y a la détresse, la peine, la colère, et puis il y a la même machine médiatico-politique qui entend en faire un fait divers, qui sonne une sorte d'alerte, gare aux déclarations qui feraient le jeu de l'extrême droite. Je vous avais posé cette question après Arras, après Crépol. De quoi le drame de Philippine est-il le nom, Philippe Devilliers ? La faillite abominable de l'État qui s'abandonne et qui nous abandonne.
savez, moi j'ai suivi ce drame depuis vendredi et je pense que le déroulement des événements est chargé d'une puissance symbolique inouïe. D'abord les faits. Le tout début, on a la sœur de Philippine qui appelle à 23h le commissariat du 16e arrondissement pour signaler que Philippine a disparu. Pendant toute la nuit, la famille veille, la famille attend et décide au petit matin, tenez-vous bien, de faire une battue. Le mot a un sens terrible en cet instant. Une battue familiale. On va chercher les cousins, on va chercher les parents, on va chercher les voisins, et on commence la battue, et la battue a lieu dans le bois de Boulogne, et c'est la famille qui découvre le corps à peine enterré de Philippine. Et quand j'ai appris ça, j'ai pensé spontanément, et je dis ça sans mauvais esprit, mais c'était irrépressible. J'ai pensé à la déclaration du président de la République le 8 octobre 1919, quand il avait inventé un nouveau concept, une nouvelle sémantique pour la sécurité des Français, qu'il avait appelé la société de vigilance. La société de vigilance, il l'a définie dans ce discours. Il a dit, voilà, il faut que chacun ait l'œil, il faut que chacun apprenne à se retourner, il faut que chacun apprenne à regarder autour de soi. Bref, il faut que chacun apprenne à se protéger. En d'autres termes, c'est un transfert de responsabilité. Comme l'État n'est plus capable de vous protéger, alors vous faites des battues, vous avez l'œil, vous faites attention à vos horaires de sortie. Bref, vous prenez en charge la majeure partie de la sécurité qu'on ne peut plus vous assurer. C'est un transfert, c'est-à-dire on passe de la puissance publique à l'impuissance publique. Et quand je dis portée symbolique, il y a un deuxième élément qui m'a encore plus remué. Et quand je dis ça, je me fais le porte-parole de millions de Français pour qui ce qui s'est passé avec le meurtre de Philippine n'est pas un fait comme les autres. C'est sans doute un événement et un avènement pour beaucoup de naïfs qui commencent à comprendre ce qui se passe dans notre pays. Donc le deuxième élément, c'est ce qu'on appelle maintenant depuis quelques mois le narratif officiel. Ça rappelle l'Union soviétique. Alors il y a un narratif officiel, notamment des médiagogues et du ministre garde des Sceaux. Alors le narratif officiel s'établit sur 3-4 points forts. Premièrement, il ne faut pas céder à l'émotion. Il faut revenir à la rationalité. C'est ce qu'a dit ce matin sur France Inter monsieur le garde des Sceaux, monsieur Migaud. On n'aurait pas le droit de s'émouvoir. Ensuite, deuxièmement, l'état de droit a fonctionné. Bon, donc c'est un accident, c'est un fait divers. Troisièmement, c'est un fait divers. C'est pas un fait de société. Contrairement à Mazan, contrairement au féminicide, contrairement à tous les événements qui marquent la toute-puissance du patriarcat. Et enfin et surtout, pas de récupération. Donc on n'a pas le droit de commenter. Et en fait,
en écoutant ça, je repense toujours à une conversation que j'ai eue avec Alexandre Solzhenitsyn, qui me parlait de son discours de Harvard. Je lui disais, votre discours est prophétique. Et il me dit, non, je ne fais que transcrire ce que j'ai vu. Transcrire. Pourquoi transcrire? Je pensais que c'était l'interprète qui traduisait mal. Transcrire, ça veut dire qu'en fait, et là, il a eu ce mot qu'on a souvent entendu dans sa bouche, le système s'auto-raconte. C'est-à-dire qu'en fait, le système qui s'effondre ne veut pas qu'on le voit qui s'effondre, alors il ment. Le système ment aux gens qui savent qu'il ment. Les gens savent que le système ment, le système sait que les gens savent que le système ment, mais il ment encore. Venons-en à une autre problématique, celle des frontières, puisque le suspect est entré en 2019 par la frontière espagnole. Il a été pris en charge du fait de sa minorité par la France. Il a été, je le rappelle, interpellé en Suisse. Et vous vouliez parler ce vendredi soir du système Schengen. Est-il, selon vous, intouchable? C'est une bonne question, Elliot. J'écoute les radios, je regarde les télévisions, je lis les journaux. À ma connaissance, je n'ai pas vu une seule personne parler de Schengen. On est dans le Sanhédrin, on est dans le sanctuaire, on est dans l'Arche d'Alliance. On n'a pas le droit de parler de Schengen. Alors moi, je vais vous parler de Schengen. On a donc un jeune Marocain qui arrive en 2019 à la frontière espagnole, qui franchit la frontière espagnole sans encombre, avec un visa de tourisme. Il est mineur, et quelques semaines après, il sera donc en situation irrégulière. Dans un rapport du Sénat, il est question de 700 000 OQTF. C'est-à-dire 700 000 personnes qui sont sous OQTF en France aujourd'hui. Et il en rentre 130 000 par an, sachant qu'on en renvoie 7%, 6,9%. Par où rentre-t-il? Par les frontières extérieures de l'Europe. Qu'est-ce que ça veut dire Schengen? Ça veut dire que la frontière de la France n'est plus à la frontière du territoire français. Je pense que les gens ne sont pas assez sensibles à ça. Mais c'est Régis Debray qui disait un pays qui n'a plus de compteur et qui n'a plus de contour meurt. On n'a plus de compteur, il n'y a plus de roman national et il n'y a plus de contour. C'est-à-dire qu'on a confié le soin de notre sécurité, de répondre à notre sécurité aux Espagnols, aux Grecs, aux ports du Pirée. C'est-à-dire que notre frontière, c'est Lampedusa, c'est les îles Canaries. Je connais bien l'Espagne, très bien l'Espagne. Et pour cause. Bon. Et je peux vous dire que la frontière espagnole, elle n'est pas gardée, elle n'est pas contrôlée. Donc la promesse de Schengen n'a pas été tenue. On nous a dit qu'il n'y aura plus de frontière intérieure, mais vous aurez une frontière extérieure. En matière de drogue, quelle est la frontière de la France? C'est Rotterdam et Anvers, où arrivent 200 tonnes de cocaïne par an. Et pourquoi je dis ça? Pourquoi c'est notre frontière? Parce qu'ensuite, la drogue, elle arrive, il n'y a pas de frontière intérieure. Et donc, on a des policiers avec des épuisettes pour ramasser la cocaïne. Voilà. Et si vous me permettez une métaphore, un instant. Dans l'émission qui précède, avec Thierry Cabane, il était question d'un syndicat de propriété à Échirolles. Et ça m'a fait penser à cette métaphore. Je me suis dit, au fond, voilà ce qu'on peut dire. Vous avez un immeuble dans lequel Elliot, Geoffroy, vous habitez, vous êtes voisins, et moi, je suis le syndic de propriété.
Et en fait, par souci d'économie et pour respecter des normes européennes, je vous convoque et je vous annonce la chose suivante. Avec la mine réjouie parce que c'est pour votre sécurité. Vous allez voir, vous allez être content. Donc désormais, il n'y aura plus de concierge, puisque vous êtes le bâtiment C et qu'il y a plusieurs bâtiments, et il y aura une ronde extérieure, donc vous serez toujours protégé. Le concierge sera à l'extérieur, et il sera multiple. Et on vous demande simplement de garder vos clés, laisser vos portes ouvertes, pas les fermer à clé, et de laisser vos fenêtres ouvertes. Voilà. Et on se revoit dans 6 mois. Okay. Je pense que 6 mois après, vous allez protester et vous allez déposer le syndic de propriété que je suis. Voilà. Et je vous raconte une autre anecdote. En 1990, après l'arrivée du premier Vendée Globe, où on a failli avoir des drames, on en a eu après, on a fait un constat, c'est qu'en fait, les bateaux étaient conçus comme le Titanic, avec une coque d'un seul tenant, les bateaux des skippers. Et la Fédération mondiale de la voile a dit, il ne faut pas faire comme le Titanic. Je me souviens, j'étais là à La Réunion. Parce que dans le Titanic, il y a eu une lame de glace qui est rentrée dans la coque et toute la coque a coulé. Et on a décidé d'édicter un nouveau règlement selon lequel les bateaux, dans leur construction, dans leur conception, doivent avoir 7 compartiments. Comme ça, s'il y a une lame de glace dans les mers du Sud qui rentre dans la coque se maintient. Il n'y a qu'un compartiment qui est inondé. Alors vous me direz, mais pourquoi vous prenez cet exemple ? Voilà, j'arrive à la conclusion. Les compartiments de la mondialisation, ce sont les nations. Vous savez, Philippe de Villiers, que cette métaphore que vous avez employée, il y a quasiment 32 ans, jour pour jour, lors d'un débat avec Jacques Lang et Alain Juppé sur le traité de Maastricht, vous aviez pris quasiment ce même exemple, signe que ce réquisitoire que vous faites sur Schengen et sur ces frontières passoires, vous n'avez jamais dévié de cette ligne-là. Il y a 32 ans, vous alertiez. Il s'avère qu'il y a 1 an et demi, on avait passé une courte séquence de ce débat-là, et j'ai retrouvé la partie où vous interpellez Alain Juppé sur la question des frontières et finalement de ce quartier où vous laissez les portes ouvertes. Alain Juppé ne nous a pas dit s'il était pour le démantèlement, au-delà des querelles juridiques, acte unique, accord de Schengen, etc., s'il était pour le démantèlement des contrôles aux frontières internes ou non. Mais moi, ce que j'ai sous les yeux... Si, je l'ai dit. Je peux vous répondre, M. Villiers, parce que, je vais vous dire, vous m'avez interpellé sur ce point, je vais vous dire, moi je suis pour l'application des accords de Schengen négociés par le gouvernement de Jacques Chirac et pour l'application du traité de Maastricht qui nous permettra d'avoir des moyens supplémentaires de lutter contre l'immigration irrégulière en provenance de l'extérieur de la communauté. Le malheur, c'est que les accords de Schengen que j'ai ici disent ceci. Accord de Schengen, libre circulation. Les frontières intérieures peuvent être franchies en tout lieu sans qu'un contrôle des personnes soit effectué. Bien sûr, les frontières intérieures, c'est la fin des contrôles aux frontières. Et la circulaire, le projet de directive qui va être discuté par le Conseil dans quelques jours, dit ceci. L'abolition de tous les contrôles, formalités, procédures, vérifications, examens, inspections, appelés ci-après contrôles aux frontières intérieures, à l'instar de l'absence des contrôles aux frontières entre les régions à l'intérieur d'un marché national. En d'autres termes, pour m'adresser aux téléspectateurs, vous prenez un quartier et puis on vous dit, voilà, à partir de ce soir, on va boucler le quartier, il y aura des îlotiers en vélo moteur qui font le tour et qui contrôleront que vraiment les gens qui viennent sont des gens sans problème, et puis vous, vous défaites vos serrures. Il n'y a aucun problème. Eh bien moi je dis, ça n'est pas raisonnable. Quand on voit ce qui se passe en ce moment, le problème de l'insécurité, le problème de la drogue qui est en vente libre sur le marché libre d'Amsterdam, eh bien, avec les trains transnationaux, il n'y aura même pas de contrôle dans les bagages. Vous connaissez la goutte d'or, M. de Villiers. Ça n'est pas sérieux. La drogue y est déjà aussi en vente quasiment libre parce que le gouvernement français ne fait pas son travail. Un Libyen qui entre en Sicile le 2 janvier 1993, c'est comme s'il était en France.
Mais avant Maastricht, Philippe de Villiers, nos frontières, attendez, avant Maastricht, il n'a pas de visa. Après Maastricht, il lui faut un visa. Attendez. Il faut dire la vérité. C'est-à-dire qu'à partir du 2 janvier 1993, il ne se passera rien parce que le 2 janvier 1993, Maastricht ne sera pas appliqué. Alors, vous êtes en train de nous dire que Maastricht ne s'appliquera pas. Alors, plus tard, mais pas du tout. Quelle confusion. Pas du tout. Il ne faut pas tout mélanger. C'est vraiment. D'abord, il faut que Maastricht soit ratifié. Et ensuite, c'est ce qu'on appelle de l'amalgame. L'amalgame. C'est malhonnête intellectuellement. C'est malhonnête moralement que de mélanger tout et de tromper. Vous cherchez à tromper et à faire peur. C'était il y a 32 ans. À tromper, vous vous rendez compte? Alors, ils s'étaient mis à deux. Ils avaient travaillé la veille, d'ailleurs, ce qu'ils ont ensuite raconté dans un livre qui s'appelle Venise, je sais plus quoi. Ils avaient travaillé pour me prendre en tenaille. Et là, ils mentent. Voilà. Mais aujourd'hui encore, la plupart des Français croient que Schengen, ça marche. Vous voyez ? Moi, ce que je suggère à nos hommes politiques, et notamment au ministre de l'Intérieur et au garde des Sceaux, mais surtout d'abord au Premier ministre qui va faire sa déclaration de politique générale, il faudrait qu'il annonce mardi, je crois. Voilà, j'ai été regarder ce qui se passe en Allemagne, mon collègue Scholz, j'ai décidé de rétablir les frontières françaises. Pourquoi ? Parce que si on rétablit les frontières françaises, avant de gérer le stock des OQTF, on va pouvoir gérer les flux. Et si on diminue par 2 les flux, peut-être que les futures Philippines ne seront pas assassinées. Geoffroy, vous aviez une question après la séquence, justement. Ben oui, je vous ai posé la question hors antenne, mais comme on cache rien aux téléspectateurs, je vous la pose pour eux. C'est une élection que vous avez perdue avec Jean-Pierre Chevènement, Philippe Séguin, Charles Pasqua, etc. De peu, mais malgré tout, elle a été perdue. Et je vous demandais si ça vous rendait pas fou de voir ces images 32 ans après, ce degré à la fois d'un côté d'erreur, en fait, dans l'analyse de ce qui allait se passer, et puis vous, d'avoir eu raison et de ne pas avoir été entendu à l'époque. Oui, mais en fait, pendant tout ce temps-là, il m'a été donné de réfléchir, de prendre à la hauteur son Laventin. Et en fait, je me suis toujours posé la question suivante, pourquoi raisonne-t-il comme ça ? Et la réponse est la suivante. Il ne croit plus à la nation. Tout à l'heure, on a vu une image de la nation à Saint-Louis de Versailles. On a vu des gens qui étaient là, dehors, à l'aveugle, tête baissée. Ils pensaient, ils donnaient une image de la France. Une nation, c'est quand ce qui nous sépare est moins important que ce qui nous unit. Et ce qui nous unit, c'est en profondeur ce dont nous sommes les héritiers et ce que nous avons à dire au monde. C'est ça, une nation. Or, aujourd'hui, le mot nation est complètement désuet. Et nos hommes politiques, quels qu'ils soient, obéissent à une nouvelle doxa, la doxa européenne. Et là, je peux vous dire une chose, c'est que si on ne résout pas le problème de l'Europe, peut-être qu'on va en parler dans un instant, si on ne résout pas le problème du droit national par rapport au droit européen, on n'a aucune chance de résoudre le problème. Donc, on va faire comme d'habitude, des coups de com'. Vous savez, le nouveau ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, je le connais très bien. Mais très, très bien. Et on a travaillé ensemble pendant 30 ans. Donc il connaît la musique par cœur. Et là, en fait, il s'est dit, voilà, ça va pas durer, donc je fais de la com'. Et il est bon. Et donc, je l'encourage à faire ce qu'il fait. Il fait de la com'. C'est-à-dire qu'en fait, il fait du symbole. Mais derrière, il va falloir que ça suive. Et pour que ça suive, à un moment donné, on arrive à l'os. Et l'os, c'est la sécurité nationale. La sécurité, elle ne sera jamais européenne. Elle est nationale ou elle ne sera pas. La publicité, on revient dans un instant. Philippe de Villiers, Geoffroy Lejeune. On se posera aussi la question de la faillite ou non de la justice à travers le drame de Philippines. À tout de suite après la publicité. 19h30 sur CNews, la suite de Face à Philippe de Villiers, toujours avec Philippe et Geoffroy Lejeune, bien sûr. Durant toute la première partie, nous sommes revenus sur ce drame absolu
qui a touché Philippine et sa famille. À travers ce drame, Philippe de Villiers, parlons également de la justice. Notre politique pénale est pointée du doigt. Tous les Français se demandent comment un homme condamné pour viol sous le coup d'une OQTF a pu s'en prendre à Philippine. Philippe de Villiers, peut-on parler d'une faillite de la justice ? Je pense qu'on peut parler, pour être plus précis, d'une faillite de ce qu'on appelle l'état de droit. Je m'explique. D'abord les faits. On peut les résumer ainsi. Un prédateur sexuel importé est ensuite libéré et lâché dans la nature. Ensuite, comment qualifier la situation de la justice ? C'est une chaîne de dysfonctionnement qui fonctionne dans la légalité. J'ai écouté ce matin Brigitte Brugère, remarquable. Béatrice Brugère. Béatrice, elle a tout dit. Alors en fait, une chaîne de dysfonctionnement, on a une illustration majeure des dysfonctionnements dont toute la presse a parlé, quand le juge des libertés reconnaît le risque d'une recréation comment elle dit ça ? Elle dit qu'il y a un vrai risque de réitération des faits délictueux. En d'autres termes, le présumé criminel est dangereux, donc il est dangereux, mais je le libère. Donc il y a une contradiction dans les motifs. Cette chaîne de dysfonctionnement, elle fonctionne dans la légalité. Pourquoi ? Parce que beaucoup de gens l'ont souligné. Tout était légal. C'est l'état de droit. Et d'ailleurs, le garde des Sceaux vient de le dire, c'est l'état de droit. Il dit, je serai le garant de l'état de droit. L'état de droit, c'est quoi ? C'est l'état du droit. C'est l'état des lois. Les lois, c'est quoi ? Les lois, c'est le Parlement, le Conseil d'État, le Conseil constitutionnel et les cours européennes. La République des juges. Donc les juges, en fait, ce n'est pas qu'ils sont en soi tous laxistes, c'est qu'on leur demande de l'être. Et donc, si on veut faire quelque chose d'utile, il faut changer l'état de droit. Il faut changer le socle de l'état de droit. Parce qu'aujourd'hui, l'état de droit en question, il est nourri par un poison au curare, c'est-à-dire une idéologie qui met la victime au second plan. Il faut donc un nouvel état de droit dont le socle serait le suivant, on met la victime au premier rang. Et pour ça, par exemple, on s'appuie sur l'article 2 de la CEDH. L'article 2 qui dit « La protection de la vie est au-dessus de tout. La protection de l'intégrité de la personne humaine. » Si on met en haut du socle de l'état de droit la protection de l'intégrité de la personne humaine, alors notre état de droit sera toujours notre état de droit, mais ce sera un nouvel état de droit. Et à ce moment-là, les juges, qui sont les bouches de la loi, comme disait Montesquieu, appliqueront l'état de droit. Mais il n'y aura plus d'OQTF sur notre sol. Petite parenthèse, j'ai vécu le 13 octobre 1986 avec Charles Pasqua. Je me souviens très bien, j'étais avec lui, on déjeunait ensemble et il était sur le point de partir à Roissy pour lancer son opération des charters avec 101 Maliens qui sont partis dans la nuit depuis Roissy pour le Mali. Voilà. On voit la une du Parisien. Ouais, voilà. Et moi, c'est ce que je suggère au ministre de l'Intérieur. Puisqu'il est dans le symbole, allons-y, faisons des actions symboliques comme celle-là. Alors la gauche va hurler, mais n'empêche que, vous vous rendez compte, allez, moi, en 1986, il n'y avait pas de QTF. Et
ce que je veux dire simplement, c'est une chose simple, à la portée d'un élève de 6e. Obligation de quitter le territoire. Ben, il faut appliquer la sémantique. Un pays qui dit obligation de quitter le territoire et qui n'exécute pas cette obligation, c'est un pays qui n'est plus respectable. C'est un pays qui n'a plus de souveraineté. C'est un pays qui ne compte plus. Philippe de Villiers, je vous propose qu'on écoute le chef de l'État qui a réagi ce jeudi à la disparition, à la mort, l'assassinat de Philippine. Je vais simplement y répondre en vous disant l'émotion de toute la nation est, je crois, toutes les Françaises et tous les Français devant ce crime odieux et atroce et la douleur de toute une famille qu'il faut respecter, accompagner. Il faut chaque jour mieux protéger les Français, mais le faire et moins dire. Le faire et moins dire. Philippe de Villiers, Emmanuel Macron est cette même personne qui, il y a quelques années, expliquait qu'il allait exécuter 100% des OQTF. Donc, que lui répondre ce soir ? Ben, je lui réponds la chose suivante. Il est chargé de la souveraineté. La souveraineté, c'est la souveraineté des frontières pour qu'on fasse baisser le flux des migrants, des clandestins. C'est la souveraineté du peuple par rapport aux juges. Aujourd'hui, c'est la République des juges qui commande. La souveraineté nationale par rapport à Bruxelles, donc il faut une loi constitutionnelle qui prévoit la supériorité du droit français sur le droit européen. Et enfin, la souveraineté diplomatique, c'est-à-dire il faut dire à l'Algérie ou au Maroc, soit vous nous donnez les laissez-passer consulaires, soit on arrête les visas, on arrête Western Union et on arrête l'aide au développement. C'est tout ce qu'il n'a pas voulu faire au moment de la loi immigration, en fait. Oui, mais la question majeure qui dépasse toutes les autres, c'est la question de la souveraineté nationale par rapport à l'Europe. Pourquoi ? Je vous donne un exemple. La fameuse, j'ai vu qu'il y avait une proposition de loi de Wauquiez qui veut augmenter le nombre des jours, tout ça, mais c'est l'Europe, ça. C'est l'Europe. Donc on dépend d'un nombre de jours qui est défini par l'Europe. Bon, on est beaucoup plus faible qu'au niveau européen, mais on est entre les mains de garde Schurm, c'est l'impératrice von der Leyen qui nous commande. Et si demain on veut rétablir la sécurité en France, il faut reprendre le pouvoir. Lorsque le pouvoir n'a plus le pouvoir, il ne peut plus rien pour vous. Vous savez qui a dit ça ? De Gaulle ? C'est moi. Philippe de Villiers, actualité judiciaire en France à présent, non sans lien avec l'Europe, puisque ce lundi s'ouvre le procès de 27 responsables du Rassemblement national, dont Marine Le Pen, pour des soupçons de détournement de fonds publics européens. La présidente du groupe RN à l'Assemblée nationale conteste les faits qui lui sont reprochés. Quels sont les éléments du débat et que pensez-vous de ce procès, Philippe de Villiers ? Alors, je vais être très précis. D'abord, la justice est devenue le 4e partenaire de l'élection présidentielle. Il y a le peuple, premier partenaire, il y a les candidats, deuxième partenaire, et puis ensuite il y a le magistère moral médiatique, et maintenant il y a la justice. En 2017, il y a 10 ans, la justice a éliminé, disqualifié un candidat, François Fillon, pour des histoires de corne-cul. Et pour 2027, la justice se propose, au nom de l'arc républicain, de faire le ménage, par anticipation. La justice prévoit d'ailleurs un supplice chinois, puisque le procès de Marine Le Pen va durer 2 mois. Et je m'en voudrais de ne pas évoquer ce qu'a été le supplice chinois de François Bayrou, que je connais bien, c'est un honnête homme, on a des désaccords profonds, notamment sur la question européenne, lui et moi, mais c'est un honnête homme. Et d'ailleurs, il a été reconnu comme honnête puisqu'il a été relaxé, mais ça a duré 7 ans. Alors maintenant, entrons dans le fond de l'affaire. Il y a une grande différence, il y a un écart énorme entre le vacarme médiatique qui va être fait à partir de lundi autour de ce procès et la réalité des reproches.
de l'accusation. Quelle est la charge? La charge, c'est pas d'avoir mis de l'argent dans la poche. Aucun député n'est attaqué pour ça. La charge, c'est pas que les assistants aient mis de l'argent dans la poche. Il n'y a aucune accusation de détournement, de conflit d'intérêts, d'enrichissement personnel. C'est simplement, non pas le travail des assistants parlementaires du Rassemblement national qui est en cause, mais c'est la nature de leur travail. Et la question qui se pose, et là je parle d'aise, parce qu'avec mon expérience, j'étais député national et député au Parlement européen. Est-ce que l'assistant parlementaire, voilà la question centrale à laquelle la justice va devoir répondre, est-ce que l'assistant parlementaire est l'employé de Bruxelles ou est-ce qu'il est le collaborateur du député? S'il est l'employé de Bruxelles, alors à ce moment-là, il peut faire que des amendements, il peut faire que de la présence là-bas, mais quand vous êtes dans l'opposition, vous tournez en rond, donc il n'y a plus besoin même d'assistants. Et avec mon expérience, je dis ceci, ça va arriver au niveau national, les députés ne se rendent pas compte de ça, avec la jurisprudence. Si vous faites une dichotomie entre la partie parlementaire de la fonction du député et la partie politique, et si vous dites que les assistants n'auront le droit de s'occuper que de la fonction parlementaire, mais pas de la fonction politique, mais c'est une aberration et une hypocrisie. Ce procès, je le disais, qui débute la semaine prochaine. Vous vouliez également, Philippe de Villiers, qu'on parle de culture. Vous, l'ancien secrétaire d'État, le fondateur du Puy du Fou. Comment protéger, magnifier, développer la culture française? Geoffroy Lejeune. Rachida Dati vient d'être confirmé à son poste. Vous avez occupé ce poste, vous connaissez ce ministère. Quel est votre conseil à Rachida Dati pour en fait entamer une rupture dans la politique culturelle de la France? I have a dream. J'ai un rêve. Mon premier rêve, ce serait que... Vous savez, Paul Valéry disait il faut serrer les mots comme une tunique de Nessus. Sinon, ils prennent du volume à mesure qu'ils perdent leur sens. Le mot culture est à la dérive. Le loisir des jeunes Français est de plus en plus souvent, de plus en plus largement imprégné de symboles et de mythes puisés aux sources d'un imaginaire qui n'est plus le nôtre. Et depuis le fameux slogan « Tout est culturel » de Jacques Lang, on a glissé de l'esthétique à l'anthropologie. Moi, quand j'étais secrétaire d'État à la culture, en 86, on m'a fait inaugurer un musée de la sécherie de Morue, un musée du bouchon de Liège. C'est-à-dire qu'on glissait du chef-d'œuvre au témoignage, de l'idée de pérennité à l'idée de la chaleur fusionnelle de l'instant festif et déjanté. C'est-à-dire qu'en fait, un rappeur vaut mieux que Beethoven et Aya Nakamura vaut mieux que la Calas. Qu'est-ce que la culture? Avant de savoir ce que serait une grande politique culturelle, la culture, c'est l'esprit de finesse des sociétés. Et donc, le défi que nous avons tous ensemble, tous les Français, et en particulier le ministre de la Culture, le défi à relever, c'est retrouver le goût français. Faire du peuple français un peuple amateur d'art, faire du peuple français un peuple qui retrouve le goût. Et pour ça, il y a deux axes. Le premier, c'est une grande politique du patrimoine régalien qui est en train de mourir. Et le deuxième axe, c'est une grande politique d'éducation artistique avec... Il faut faire pour les disciplines de la sensibilité ce que Jules Ferry a fait pour les disciplines de la connaissance. Ça veut dire 3 grandes directions. L'enseignement d'histoire de l'art pour donner aux jeunes Français des connaissances élémentaires de la sédimentation de la civilisation. Ensuite, l'apprentissage d'une ou plusieurs disciplines pour éveiller les enfants à l'émotion. Et enfin, la fréquentation des chefs-d'œuvre pour qu'ils apprennent le discernement. Philippe de Villiers, il est né un 28 septembre 1841 en Vendée. On le surnomme le Tigre, souvent considéré comme l'homme politique qui a façonné la France sous la Troisième République. Quand je vous ai eu au téléphone cette semaine, vous m'avez dit, tu sais, qu'il est enterré à 3 km de là où je te parle. D'ailleurs, le nouveau ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, se réclame de lui. Philippe de Villiers, pouvez-vous nous parler de Georges Clemenceau, l'enfant du pays? Comme vous l'avez dit, il est né
dans une petite commune de Vendée, à Mouilleron-en-Parais, dans la même rue que le maréchal Jean Delattre de Tassigny. Il se destinait à la politique ordinaire où il offrait sa verve, sa gouaille, ses habiletés féroces et aussi ses griffes cruelles sous la moustache. D'ailleurs, on le surnommait le tigre. Et puis l'histoire, la grande histoire est venue le chercher. Il a changé de surnom. Plus tard, on l'appellera le père à la patrie. Et l'histoire, la grande histoire, commence pour lui à 77 ans. Je vous ai souvent dit, et je répète ici, la phrase de Saint-Aignan, la politique, c'est un sport de vieux. Le 17 novembre, donc 1917, il s'avance vers le lutrin. On entend « La parole est à monsieur Georges Clémenceau, président du Conseil ». Les tribunes sont bondées. Il y a un immense silence. Il titube. Il monte à la tribune. Il est cassé, tordu, blanchi. Il tient le dos. Et soudain, brusquement, sa voix de métal dur emplit l'arène et résonne comme une détonation. Nous sommes là, devant vous, dans l'unique pensée d'une guerre intégrale. Nous avons, mes chers collègues, de grands soldats, issus d'une grande histoire. Ces Français que nous avons été contraints de jeter dans la bataille, ils ont des droits sur nous. Un jour, de Paris au plus humble village, vous entendrez les rafales d'acclamation, les salves d'acclamation qui viendront accueillir nos étendards vainqueurs trempés dans le sang et les larmes. Mes chers collègues, ce jour-là, il est en notre pouvoir encore aujourd'hui de le faire. Alors je vous le dis, politique intérieure, je fais la guerre. Politique extérieure, je fais encore la guerre. Je fais toujours la guerre. Celui qui gagnera la guerre, c'est celui qui tiendra le dernier quart d'heure. La suite, vous la connaissez. La tranchée victorieuse écloche l'armistice. Il est enterré au Colombier, à un vol de chapon du Puy du Fou. Et souvent, le soir, viennent jusqu'à chez moi quelques échos d'une voix qui a compté et qui dit tout. C'est la voix de Winston Churchill. Dans la mesure où un simple mortel, dit-il, dans la mesure où un simple mortel a pu incarner un grand pays, alors Clémenceau a été la France. Elle est née aussi un 28 septembre, Philippe de Villiers. Elle va fêter ses 90 ans. C'est une militante de la cause animale, Brigitte Bardot. Et on va terminer, il nous reste une petite minute cette émission, alors avec une surprise, du moins une déclaration surprenante. Elle vous rend hommage dans un entretien à nos confrères de Valeurs Actuelles. Voilà ce qu'elle dit, parce que la question c'est... Bon, vous n'avez plus beaucoup d'espoir, pas beaucoup d'espoir en lui. Elle parle, la question c'est en Michel Barnier. J'ai de l'espoir en pas grand monde. C'est Philippe de Villiers. Je l'aime beaucoup. Malheureusement, il ne fait plus de politique. Je crois il en est dégoûté à jamais. Mais c'est un homme d'une sagesse et d'une qualité formidable. La seule personne, à mon avis, qui pourrait sauver la France, c'est lui. Brigitte Bardot. Brigitte Bardot vous rend hommage, Philippe de Villiers. Oui, j'en suis très, très touché. Vous me donnez combien de temps pour lui répondre ? Allez-y, Geoffroy. Juste avant, on l'a interviewé aussi pour le JD News à l'occasion de son anniversaire. Elle regarde l'émission avec Philippe tous les vendredis. Elle regarde l'émission. Ça sera à découvrir évidemment dans les colonnes du JD News. Vous avez 30 secondes. J'aime beaucoup Brigitte Bardot. Elle représente pour moi, elle incarne l'élégance française. Elle incarne la France la douce dans toute notre grande tradition.
Elle a fait le choix des animaux parce qu'elle a connu les hommes, et elle a considéré que les animaux étaient plus fidèles que les hommes et qu'ils trahissaient moins souvent, sur quoi je la rejoins. Et je voudrais simplement lui dire, Brigitte, restez comme vous êtes, vous avez toujours une parole vraie, vous savez cultiver les vraies hiérarchies distinctives des vraies valeurs. Je dépose moralement devant le porche de Notre-Dame de la Garrigue pour votre anniversaire une enluminure de lavande dans un concert de cigales. Bon anniversaire, Brigitte. Merci beaucoup, Philippe de Villiers. Merci à vous, Geoffroy Lejeune. À vendredi prochain, bien sûr. Dans un instant, c'est l'heure des Pro 2.